Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga, seinen, d'action, de science-fiction, historique, tout ça, avec Kedamame, l'homme venu du chaos, tome 3 de Yukio Tamai. Donc le titre original de la BD est Kedamame. C'est traduit depuis le japonais par Thomas Lamette, publié aux éditions Glénat dans la collection Seinen Manga. La BD date de 2014 au Japon, et là ce troisième tome vient tout juste d'être publié en français, et ça fait 192 pages comme d'hab. Donc nous revenons à Kedamame, l'homme venu du chaos, avec ce troisième tome sur 4 paru tout récemment. Donc en tête de cette chronique, je me dois de renouveler un avertissement qui s'impose depuis le début de la série de Tama Yukio. Kedamame est une BD bourrée de rebondissements, parfois très surprenants, et qu'il serait dommage de spoiler. Toutefois, pour avoir quelque chose à dire en l'espèce, il va me falloir révéler quelques trucs, et notamment le gros twist de ce troisième volume. Si vous comptez lire cette BD, faites l'impasse sur cet article. Contentez-vous de savoir, si cela doit aguicher votre intérêt, que ça tourne toujours très bien, même si le gros twist pourra peut-être laisser un peu perplexe, fonction des attentes de chacun. Il me paraît au moins intéressant s'il me fait me poser quelques questions. Par ailleurs, le dessin est au top, revenant au brio du premier tome après un tome 2 plus qu'honnête mais davantage retenu. Allez, cette fois j'y viens véritablement. Spoiler, vous avez été prévenus. Ce troisième tome s'ouvre en plein sur le titanesque combat opposant Kokemaru ou Kedama et le sinistre Homme Tortue, qui s'affiche dans toute sa hideur monstrueuse. Notre héros n'est toutefois pas en reste côté manifestation de son impureté tout droit dérivée du chaos du pays de lendemain, et il est en fâcheuse posture car son retour à l'époque de Kamakura, entreprise des plus hardis, s'est accompagné d'un bug, littéralement, qui ne lui permet pas de se montrer au top de ses impressionnantes capacités. Il aura pourtant un moyen de surmonter cette faiblesse. Un moyen dont je ne sais pas très bien que penser. C'est assurément surprenant et finalement très rigolo, oui. C'est juste que côté crédibilité, on repassera sans doute, hein. Bah, est-ce si important en l'espèce? Vraiment pas dit. Ce combat épique, en même temps que monstrueux, fait intervenir bien d'autres personnages. Kokemaru et l'homme tortue ont chacun leurs alliés. Mais derrière, ce qui compte vraiment est le sort de Mayu. Nous savons que l'homme tortue veut la bouffer. Kokemaru, lui, est censé la protéger, mais l'objectif de sa mission n'est en théorie pas si différent. Il y a là une ambiguïté potentiellement intéressante, même si peut-être pas assez approfondie par l'auteur. Ceci dit, il accompagne bel et bien sa baston dantesque de considérations d'un autre ordre, disons philosophique, avec des guillemets pour le principe. Si j'ai le sentiment que c'est probablement bien moins creux que ce que l'on nous sert généralement dans des circonstances comparables dans votre seinen d'action habituel. Pour le coup, je tends à croire que Kedamame l'emporte sans peine sur, mettons, Gun, que j'aime beaucoup quand même, mais qui a ses moments lourdingues à cet égard, et éclate carrément la boursouflure péteuse d'un The Ghost in the Shell de sinistre mémoire. C'est qu'il s'agit de se demander, enfin, ce que Mayu elle-même pense de tout cela. Et sa réponse n'est pas si convenue, outre qu'elle éclaire précieusement sa psychologie, ce qui est sans doute crucial pour la surprenante suite des opérations, j'y reviendrai. C'est que la jeune fille est brutalement confrontée à la possibilité que sa vie, d'essence absurde, ait en fin de compte un sens. Mais quelle est la part dans tout cela de la conviction et de la pulsion suicidaire, de la jalousie et de l'altruisme? Et la jeune fille ne se leurre-t-elle pas à intégrer de manière aussi drastique et crédule le discours intéressé des hommes de lendemain? Un individu seul aurait-il un tel pouvoir? Dit comme ça peut faire aussi couillon que d'usage dans tant de mangas, mais franchement j'ai trouvé que Tama Yukio se débrouillait très bien avec ses idées qui lui permettent de faire respirer sa longue scène d'action d'une manière à la fois cohérente et, oui, plus futée qu'elle n'en a l'air. Ceci dit, son principal atout dans cette séquence réside probablement dans le dessin. Le principe de ce que j'avais dit concernant les deux premiers tomes demeure, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est sacrément efficace, et clairement bien au-dessus du lot. Le tome 2, toujours très bon sous cet angle, m'avait toutefois paru un peu plus retenu que le premier. Bizarrement ou pas, la séquence au XXVe siècle ne générait pas d'image aussi forte que le Japon de Kamakura, où les scènes de danse notamment étaient de toute beauté, tandis que les mutations de Kokemaru, quand elles étaient encore chargées de mystère dans le premier tome, avaient un impact plus ou moins body horror assez saisissant, même si cette dimension demeurait dans le tome 2, et j'avais même évoqué alors, à tort ou à raison, certains trucs d'Ito Junji. Ici, cependant, le combat épique entre Kokemaru et l'homme tortue suscite des images assez fabuleuses, très dynamiques, parfois un brin confuse peut-être, pas tant que ça heureusement,
Mais le résultat est tout de même admirable, c'est du très bon seinen d'action pour le coup. Le cadre de Kamakura, enfin, est toujours aussi appréciable, même si l'action débridée de ses premiers chapitres ne permet guère d'envisager en profondeur la société de ce temps. Toutefois, Tamae Yukio, qui avait un conseiller chargé de la supervision historique sur l'époque de Kamakura, l'historien Hongo Katsuto, glisse ça et là des petits trucs finalement bien vus et enthousiasmants. Ainsi, à la fin de cet arc de la référence au merveilleux Choju Giga, fameux rouleau peint riche et de savoureuses caricatures animalières et datant approximativement de cette époque. Très approximativement, il semblerait que l'on parle plutôt de la fin de Heian pour les illustrations originelles, et il y avait probablement eu plusieurs auteurs sur une période relativement longue. Ce qui ne doit pas poser problème ici, hein. Mais c'est là qu'intervient le gros twist, et donc, spoiler. Depuis le début, les lecteurs attentifs ont pu remarquer que chaque chapitre de la BD était dit appartenir à un cycle premier, constitué de plusieurs rouleaux, et c'était toujours vrai sur la majeure partie de ce troisième tome. C'est alors seulement, passablement après le milieu de la série, que nous arrivons au cycle second, qui sabre brutalement un aspect essentiel de la BD jusqu'alors, l'association à l'époque de Kamakura. D'un seul coup, nous nous retrouvons en l'an 6 de l'ère Showa, soit 1931. Vous me direz, c'est une histoire de voyage dans le temps après tout, et vous aurez parfaitement raison. Pourtant, j'ai trouvé cette bascule, très surprenante. Comme pas mal de rebondissements dans cette BD qui, sans trop en faire, jouent habilement des attentes du lecteur et sait, le cas échéant, les contourner. Le style graphique en est irrémédiablement affecté, mais étrangement, ce cadre moins exotique bénéficie d'un dessin particulièrement léché, sur un mode plus calme que la furie épique des premiers rouleaux de ce troisième tome. C'est que les génomakers, toujours de la partie, procèdent différemment. Pas de baston cette fois, mais une lutte d'influence portant sur une nouvelle souche génétique à préserver, et qui ressemble diablement à Mayu, dans ses traits mais aussi dans son comportement. Car la jeune fille, qui s'appelle Mayumi, figurez-vous, tantôt timide, tantôt un brin rebelle, a un tempérament romantique. Les chansons populaires aidant et la tradition théâtrale du Japon en arrière-plan, l'adolescente semble considérer qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'un double suicide amoureux, un shinju à la manière de Chikamatsu. Ce qui bien sûr entre en résonance avec le comportement de Mayu à la fin du cycle premier. Une optique qui a de quoi effrayer notre Kedamame, rebaptisé Damaka, égal à lui-même dans son rôle de vendeur à la sauvette, particulièrement pouilleux, en même temps que félin, littéralement félin le cas échéant. Kedamame, c'est son job, surveille la jeune Mayumi depuis sa naissance, mais un rival du nom de Sawada, lié à notre héros, fait de même. Tout sauf pouilleux, lui, il affiche l'apparence d'un bel homme, un séducteur né, aux traits peut-être un peu androgynes, mais avec en même temps quelque chose d'un peu hard-boiled. Les deux hommes comptent s'emparer des précieux gènes de Mayumi, ce qui rend toujours aussi flou le rôle exact de Kedamame au plan éthique. Mais l'heure n'est plus au combat titanesque, coups spéciaux et katanas virevoltants, il s'agit d'une lutte d'influence, oui, et de séduction. Si cette dernière dimension me laisse encore un peu sceptique, globalement j'ai trouvé que cette bascule était non seulement pertinente, mais aussi en définitive très bien réalisée. J'ai admiré la caractérisation du trio de personnages et son insertion dans un Japon des débuts de Showa, certes moins exotique que celui de Kamakura, mais pas moins chargé d'épaisseur historique, ainsi quand on évoque en arrière-plan l'invasion de la Mandchourie concomitante. Mais tout cela doit beaucoup au dessin, je suppose, sobre, élégant, très léché. Pas le moins du monde spectaculaire cette fois, mais d'un à-propos remarquable. Demeure toutefois une interrogation, car cette bascule est bien tardive, et nous savons depuis le départ que la série ne comptera que 4 tomes en tout. Or, ceci semble introduire un nouvel arc dans une perspective de série qui aurait bien davantage d'ampleur. La question que je me pose est donc la suivante. Ce rebondissement un peu tardif avait-il été conçu comme tel dès le départ, dans l'optique d'une BD qui trouverait son achèvement naturel dans le tome suivant, ou bien s'agissait-il d'une tentative de transformer Kedamame en une série au plus long cours, tentative qui, pour une raison ou une autre, aurait échoué? Le rapport à la conclusion de la série dans le tome 4 serait on ne peut plus différent dans les deux cas. Et je ne dispose bien sûr pas des moyens de trancher la question. Nous verrons bien à la lecture du quatrième et dernier volume prévu pour fin novembre. Et je le lirai de toute façon parce que jusque-là j'ai vraiment beaucoup apprécié Kedamame. Concernant ce tome-ci précisément, d'ailleurs, je l'ai trouvé bien plus convaincant que le précédent, que j'avais bien aimé quand même. Au niveau du premier tome, peut-être pas, mais c'est tout de même un bon cru. La démonstration, une fois de plus, que Tamae Yukio est un dessinateur talentueux et un conteur habile, qui sait jouer avec les attentes de ses lecteurs, tantôt pour les satisfaire, tantôt pour les circonvenir, mais toujours de sorte à faire bien mieux, bien plus malin. Vraiment un très chouette divertissement.